Aujourd'hui, on plonge au cœur de notre planète. Imaginez la Terre comme une machine complexe, fascinante. Oui, une machine alimentée par une chaleur intense qui vient de son centre. Exactement. Avec tout au fond ce noyau interne. Une boule de métal solide, c'est ça, presque aussi grosse que la Lune, et aussi chaude que la surface du Soleil apparemment. C'est une image assez juste, oui. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de regarder un peu ce qui se passe sous la surface grâce aux données qu'on a. Satellites, sonars, radars. Comprendre comment elle fonctionne, cette machine Terre, ce qui se cache sous nos pieds, et comment ça influence tout ce qu'on voit en surface. Voilà, alors si on commence par la structure, on peut la voir un peu comme des couches, comme un oignon si on veut. Ah oui, l'image de l'oignon. Donc tout à l'extérieur, on a la croûte, très fine en fait. Extrêmement fine, proportionnellement. Comme une peau de pomme, on dit parfois. Et elle n'est pas d'un seul bloc, hein. Elle est cassée en une quinzaine de grandes plaques, les fameuses plaques tectoniques, Qui bouge donc. qui bougent, oui. Juste en dessous, il y a le manteau. Là, on parle de presque 3000 km d'épaisseur, de la roche très chaude, C'est de là que vient la lave. principalement, oui. C'est la source du magma. Et encore plus profond, on a le noyau externe. Lui, il est liquide, du métal en fusion. Et c'est important ça, le noyau externe liquide. Ah oui, crucial. C'est lui qui génère le champ magnétique terrestre. On y reviendra peut-être. Et enfin, tout au cœur, le noyau interne, solide celui-là, le vrai moteur thermique. C'est fou. Surtout quand on sait qu'on a foré, 4 kilomètres maximum. C'est rien du tout par rapport aux 6400 jusqu'au centre. On gratte à peine la surface, littéralement. Et c'est cette chaleur du noyau qui met tout en mouvement. Elle chauffe le manteau par en dessous. Ça crée des courants, un peu comme de l'eau qui chauffe. C'est un peu ça, oui. Des courants de convection très lents dans le manteau, qui entraînent les plaques de la croûte, parfois jusqu'à 15 cm par an dans certaines zones. 15 centimètres. Ça peut paraître peu, mais à l'échelle géologique... J'imagine que ça coince parfois. C'est ça les Ah, séismes. exactement. Quand deux plaques frottent ou se bloquent, la tension monte, monte, et puis ça lâche d'un coup. Ah oui. On parle de la faille de San Andreas, par exemple. J'ai lu qu'elle passait juste sous un stade en Californie. Oui, sous le stade des Golden Bears à Berkeley. C'est la faille de Hayward très active. Ils ont dû reconstruire le stade en deux parties indépendantes, c'est dire. Incroyable. Une précaution assez parlante. Très parlante. Et c'est le même phénomène, à plus grande échelle, tout autour du Pacifique, la fameuse ceinture de feu. Mais ces mouvements, ils ne font pas que casser les choses. Ils construisent aussi. Absolument. Quand les plaques entrent en collision, ça plisse la croûte et ça forme des montagnes. L'Himalaya, par exemple, c'est le résultat de la collision entre la plaque indienne et la plaque eurasiatique. Et ça continue de monter l'Himalaya. Oui, de quelques millimètres par an. Et puis, il y a d'autres effets, comme en Alaska. Là où les énormes glaciers ont fondu, la croûte, allégée de ce poids, remonte doucement. Elle rebondit en quelque sorte. C'est ça, le rebond isostatique. Il y a l'exemple d'une cabane qui était au bord de l'eau il y a quelques décennies et qui se retrouve maintenant à des dizaines de mètres à l'intérieur des terres. La Terre qui respire, qui bouge. Et parfois ça sort de façon plus spectaculaire. Les volcans. Oui, le volcanisme. C'est quand le magma du manteau réussit à percer la croûte. Le Nyiragongo au Congo est intéressant. Sa lave est très liquide, très rapide. Et on pense savoir d'où elle vient exactement? On suspecte qu'elle pourrait venir de très profond, peut-être d'une plume mantélique, une sorte de colonne de chaleur qui remonte des profondeurs du manteau. Mais c'est encore en débat. Donc même sans y aller, on arrive à comprendre pas mal de choses. Et cette exploration indirecte, elle révèle aussi des choses cachées, comme de l'eau sous terre, en Floride par exemple. Ah oui, sous la Floride, il y a un réseau immense d'aquifères, des réserves d'eau douce souterraines gigantesques, plus vastes que tous les lacs et rivières en surface combinée. C'est énorme! Mais vital à protéger, j'imagine. Tout à fait. Cartographier ces réseaux est crucial pour la gestion de l'eau potable. Et la roche elle-même, celle qui compose la croûte, c'est complexe, toute cette diversité qu'on voit. En fait, c'est étonnamment simple à la base. Il n'y a que trois grands types de roches. Ignées, sédimentaires et métamorphiques. Seulement 3? Oui, les ignées viennent du magma refroidi. Les sédimentaires, c'est l'accumulation de débris, de sédiments. Et les métamorphiques, ce sont des roches qui ont été transformées par la chaleur et la pression, en profondeur. Tout découle de ces processus. Et c'est cette activité interne qui permet aussi d'avoir des diamants, par exemple. Oui, les diamants se forment très profond dans le manteau, sous haute pression. Certains magmas très particuliers les remontent ensuite vers la surface. C'est aussi cette chaleur interne qu'on utilise en Islande pour l'énergie géothermique. L'Islande, oui, où la croûte est très mince, c'est ça? Exactement.
Ils chauffent leur maison, leur rue et même une baie pour se baigner grâce à cette chaleur qui vient de juste en dessous. Revenons un instant au noyau externe, ce métal liquide, vous disiez qu'il génère le champ magnétique. Oui, et c'est fondamental. Ce champ magnétique agit comme un bouclier invisible autour de la Terre. Un bouclier contre quoi? Contre le vent solaire, un flux constant de particules énergétiques envoyées par le Soleil. Sans ce bouclier, la vie telle qu'on la connaît serait probablement impossible. Les aurores boréales, c'est la manifestation visible de cette protection. Impressionnant. Et ce champ, il ne fait pas que protéger, il sert aussi de boussole. C'est ça qui est fascinant. Il sert de système de navigation à certains animaux, les tortues kaouanes par exemple. Les tortues marines, Oui. comment elles font? Elles ont de minuscules cristaux de magnétite dans leur tête. La magnétite, c'est un minéral magnétique. Et apparemment, ça leur permet non seulement de sentir la direction du champ, mais aussi son intensité et son inclinaison. Comme un GPS intégré, basé sur le magnétisme terrestre. C'est un peu ça, oui. Elles peuvent se localiser assez précisément dans l'immensité de l'océan Atlantique grâce à ça. Un lien direct entre le noyau de la Terre et la biologie. C'est incroyable de voir à quel point tout est lié. La chaleur du noyau, le champ magnétique, le mouvement des continents, les volcans, les séismes et même la navigation des tortues. Tout est interconnecté. Cette machine Terre est un système dynamique complexe, entièrement piloté par cette chaleur interne. Et pour finir, une petite projection dans le futur. Ce mouvement des continents, il va continuer? Ah oui, il continue. Et les modèles suggèrent que dans environ 250 millions d'années, tous les continents actuels pourraient se regrouper à nouveau pour former un nouveau supercontinent. Un seul grand continent. Difficile à imaginer. Une transformation totale de la carte du monde. Tout ça orchestré par cette boule de métal en fusion à des milliers de kilomètres sous nos pieds. Ça laisse pensif, non ?